Cela s'abuse lourdement qui s'imaginent que les prétentions de cette qualité ne soient que des affaires de cérémonie. Il n'est rien en cette matière qui ne soit à considérer et qui ne tire à conséquence. Les peuples sur qui nous régnons, ne pouvant pas pénétrer le fond des affaires, règlent d'ordinaire leur jugement sur ce qu'ils voient au dehors, et c'est le plus souvent sur les séances et sur les rangs qu'ils mesurent leur respect et leur obéissance. Comme il est important au public de n'être gouverné que par un seul, il lui est important aussi que celui qui fait cette fonction soit élevé de telle sorte au-dessus des autres qu'il n'y ait personne qu'il puisse ni confondre ni comparer avec lui, et l'on ne peut, sans faire tort à tout le corps de l'État, ôter à son chef les moindres marques de supériorité qui distinguent des autres membres. Haute et petite noblesse, membres de la famille royale, domestiques, mais aussi simples sujets venus apercevoir le souverain, de nombreuses personnes se pressent à la cour de France qui est composée d'une population très hétéroclite, dont vous voyez ici un aperçu. Pour que tous ces gens cohabitent sans se heurter, des règles et des usages sont nécessaires. Puisque cette société gravite autour du roi, c'est en fonction de lui que tout s'organise. Ce que nous nommons aujourd'hui l'étiquette, terme en réalité très peu utilisé au XVIIe siècle, est donc en premier lieu la codification de la vie privée du souverain, du lever jusqu'au coucher. Mais son champ d'action s'étend à tous les courtisans, car lorsque l'on se trouve en présence du monarque, on se doit de respecter le code de bonne conduite que l'étiquette impose. Malheureusement, ces règles n'étaient pas véritablement écrites, car elles s'inscrivaient dans l'usage et la pratique. On peut, néanmoins, retrouver les traces de l'étiquette dans les différents traités de civilité et de savoir-vivre, ou plus sûrement dans les différents règlements de la maison du roi. Il est également possible d'en trouver certains aspects dans les États de la France, dont vous découvrez maintenant la page de titre. Au fil de ces volumes destinés à lister les noms de ceux qui détenaient les charges à la cour, on trouve en effet des descriptions plus ou moins détaillées de chacun des offices mentionnés ainsi que le déroulé précis des grands temps qui rythment la vie de la cour. L'ensemble de ces règles de bienséance se sont construites au fil des siècles avant d'être plus formalisées au XVIe siècle. Louis XIV n'en est donc pas l'inventeur, même s'il est, comme vous le savez, le principal artisan de son développement. Avec lui, l'étiquette prend une dimension politique. En adoptant une manière d'agir très codifiée, il en impose à ses sujets et se met ainsi à une distance infranchissable, celle qui sépare le monarque du reste des hommes. Sa décision de se plier à des règles très précises de comportement s'accentue à la mort du cardinal Mazarin. Alors que Louis XIV n'est âgé que de 22 ans, Madame de Motteville, confidente d'Anne d'Autriche, rapportait dans ses mémoires en 1661. Le roi succéda au royaume de France le jour de la mort de Louis XIII, son père, n'ayant alors que 4 ans. Mais on peut dire que le jour de la mort du cardinal fut véritablement celui de son avènement à la couronne, celui où il commença d'être roi et de faire voir qu'il était digne de l'être. Car ce fut alors qu'il voulut prendre lui-même le soin de toutes ses affaires, et que toutes les grâces qu'il pouvait répandre sur les grands et sur les petits ne dépendissent que de lui. Pour cela, il commença de régler sa vie de cette manière. Dans la suite du texte, Madame de Motteville donne le déroulé d'une journée de Louis XIV. Dès cette époque, un rituel apparaît comme bien arrêté. Levé entre 8 et 9 heures, puis, de 10 à 12, le roi travaille avec son conseil, dont cette gravure est une allégorie. Il entend la messe à midi, consacre quelque temps au public et aux reines, prend son repas vers 14 heures, discute ensuite assez longuement avec la famille royale avant de travailler de nouveau avec quelques ministres et d'accorder enfin d'éventuelles audiences. Sans être d'une aussi grande rigueur que ce qui s'imposera par la suite, le déroulé de la journée du roi s'inscrit dans les règles et horaires bien définis, ponctués de grands moments. Louis XIV se souvenait sans doute des conseils avisés que Catherine de Médicis donnait à son fils Charles IX
lorsqu'elle lui recommandait d'être réglé en sa personne et sa façon de vivre afin de donner un exemple à tout son royaume. En imposant des règles, Louis XIV imposait également à la cour un emploi du temps qu'il s'appliqua à perfectionner tout au long de son règne. Désormais, la vie du courtisan allait tourner autour de la journée du roi avec, en point d'orgue, l'attente et l'espoir de le voir.